vous avez la possibilité aussi de venir nous rejoindre. Et il y a quelques places assises encore pour débattre de cette table ronde dont le thème est la santé mentale aujourd'hui en France, c'est très précis, et avec nos invités. Alors, avec le docteur Denis Leguet, psychiatre, secrétaire général du Comité français pour la réhabilitation psychosociale, je vais y arriver. Réhab, c'est vrai que c'est plus simple. Ensuite, avec Aurélie Fraboulet-Meyer, qui est psychologue-chercheur. Avec Alison Simons, qui est, alors c'est compliqué, hein, c'est médiateur pair de Housing First. Vous nous expliquerez ce que c'est plus en détail, parce que je pense que ça n'existe pas en France, ou mal, ou peut-être en tout cas c'est pas connu. Jean-Luc Brière, qui est président d'Agapsy et de la FASM, je prononce bien, Croix-Marine. Croix-Marine, voilà. Voilà, vous nous direz aussi. Et avec Aude Caria, directrice de Psycom. Voilà, je ne me suis pas trompé. Je vous ai... Non, ça y est. Et Patrick Lelong, je me présente tout seul, donc le bavard de service pour animer cette table ronde. Alors, on va peut-être commencer par vous, Denis Leguet, parce que vous représentez, vous, un réseau national. Donc, quand on dit en France, soyons ambitieux, parlons de toute la France. La santé mentale aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est des chiffres, c'est des trucs poussiéreux, c'est des bibliothèques, c'est des thèses de chercheurs, c'est vivant? C'est d'abord un grand problème de santé publique, donc avec une réalité massive, on va dire, massive et douloureuse, puisqu'on peut rappeler comme ça quelques chiffres, si vous le permettez, mais donc en gros, les personnes qui souffrent de troubles psychotiques, ça correspond à peu près à 1 à 2% de la population générale. Troubles dépressifs, quand on fait une coupe un jour donné, c'est 6 à 7%, mais sur une prévalence qu'on appelle vie entière, c'est autour de 20%, entre 15 et 20%. Donc ça concerne énormément de personnes. Les troubles anxieux, on ne peut même pas les quantifier parce qu'on pourrait dire que ça concerne tout le monde. Les addictions, on a aussi en France une problématique suicide qui est très importante avec autour de 10 000 décès par an. Donc ça, c'est une réalité épidémiologique qui correspond à des pathologies. Et puis, si vous avez fait appel tout à l'heure au réseau Réhab, c'est-à-dire le Comité français pour la réhabilitation psychosociale. Et j'en profite tout de suite pour faire une petite pub pour le congrès qu'on tient les 16 et 17 juin 2016 à la faculté de médecine rue des Saints-Pères à Paris. Réhab est donc un réseau qui concerne tous les acteurs engagés dans ce qu'on appelle la réhabilitation, c'est-à-dire c'est à la fois un mouvement qui va concerner la personne pour lui donner des outils et des armes supplémentaires pour se débrouiller dans la vie, et puis qui a une dimension, on va dire, sociétale, qui est tournée vers la société, où on s'interroge sur l'interaction entre la société et la pathologie et les personnes. Et donc c'est extrêmement vivant et concret, et finalement un très large spectre. Très large spectre qui concerne tout le monde, et dans la vie de tout le monde, dans la famille de tout le monde, il y a une personne qui souffre, qui a souffert de troubles mentaux. C'est une souffrance subjective, c'est une souffrance qui est la plus personnelle, qui est la plus intime pour la personne, et donc elle n'est pas forcément partageable, et elle n'est pas forcément comprise. Et donc c'est une souffrance qui est vécue dans l'isolement, et qui est vécue dans l'ignorance des autres, et avec une conséquence qui est le centrement du sujet sur lui-même, et qui donc va entraîner des difficultés de communication et de relation avec les autres. Oui, je comprends tout à fait. Donc c'est un repli sur soi et l'impossibilité qu'il y a à communiquer aux autres ce que l'on ressent profondément. Donc c'est un peu une muraille de Chine entre les autres et soi-même. Alors ça, c'est le point de vue du psychiatre. Donc du point de vue sociétal, Aude Caria, on en est où? C'est quoi la santé mentale aujourd'hui en France? On a vu, donc le docteur Leguet nous disait l'isolement
donc la personne en elle-même, si j'ose dire, voilà, enfermée, et au niveau de la société, voilà, est-ce que c'est une somme d'enfermement ou est-ce qu'il y a des passerelles, on en discute, et qu'est-ce qui se passe, comment ça vit? Alors moi je veux vous donner mon point de vue qui est en tant qu'effectivement un peu d'observateur du domaine à partir du Psycom, donc un organisme d'information sur la santé mentale qui existe depuis une vingtaine d'années et où de plus en plus on agit pour lutter justement contre la stigmatisation et faire évoluer les regards sur les troubles psychiques. Alors avec un petit peu de recul, on se rend compte que je pense que de plus en plus le débat monte. Le débat public monte autour des questions de santé mentale. La bulle montée par la Fondation Falleret n'est pas dans un lieu anodin, on est à la Défense, et on sait qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont potentiellement concernés effectivement par des problèmes de santé mentale. On voit que la thématique de la santé mentale et du travail permet justement d'ouvrir le débat sur ces questions-là. Je rejoins à ce que disait Denis Leguet. De plus en plus, on se rend compte que c'est un problème qui concerne tout le monde. Alors, qui concerne tout le monde parce que tout le monde peut être concerné, mais pour lequel on a peu d'informations ou encore pas forcément accès à de l'information régulière, validée, etc. Donc, c'est un petit peu le travail qu'on fait au Psycom, en mettant à disposition un site internet, des brochures. L'année dernière, on a diffusé 1,5 million de brochures en France entière. Donc ça montre qu'il y a un intérêt qui augmente, et ça, c'est une augmentation de 30% par an du nombre de brochures qu'on peut diffuser sur les troubles psychiques, sur les psychothérapies, etc. Donc les gens s'y intéressent de plus en plus. Les médias aussi s'y intéressent. Et je pense qu'on est en train de voir aussi un changement de discours autour des troubles psychiques qui, effectivement, était peut-être plus dans la souffrance, dans la victimisation il y a encore quelques années, et où on voit émerger de nouvelles formes de discours. Je pense à l'exposition Mental Désordre qui a lieu en ce moment à la Cité des Sciences et qui a été une exposition qui a été inventée en Finlande, qui est passée au Portugal et qui montre des choses sérieuses, des éléments probants, des chiffres, etc. Mais aussi le côté un petit peu ludique qu'il peut y avoir dans l'exposition permet justement d'aborder ce thème qui peut être du côté de la souffrance, mais qui peut être aussi du côté de quelque chose de plus positif. Chacun peut faire quelque chose pour sa santé mentale, chacun peut faire quelque chose pour un proche. Un employeur peut aider quelqu'un qui a des troubles psychiques à rester dans l'emploi. Donc tout le monde est concerné parce que tout le monde peut être touché par des troubles personnellement ou parmi ses proches, mais tout le monde a une part de la réponse. Voilà, c'est ça qui est important. La psychiatrie n'a pas toutes les réponses et tout le monde a une part de la réponse. Il y avait des élus ce matin qui intervenaient, qui expliquaient que les élus ont un rôle à jouer pour le bien-être de leurs citoyens, les employés, mais l'école aussi a un rôle à jouer pour sensibiliser aux questions de santé mentale au plus jeune âge. Donc je pense que c'est ça qui évolue, c'est que ça devient une thématique de santé publique qui est plus visible au niveau du débat public. Et j'ai envie de vous dire, Patrick, les journalistes aussi ont un rôle à jouer pour faire évoluer les regards. Bien. Bon, on va parler journalistes après. Alors, Aude, vous prononciez le mot de stigmatisation, c'est passé très vite. Je voudrais qu'on revienne dessus. Je me tourne vers vous, Aurélie Fraboulet-Meyer. Donc, cette stigmatisation, comment on fait pour la faire involuer, si j'ose dire, enfin en tout cas pour la traiter comme quelque chose de non désirable? Comment, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer là-dessus? C'est un sujet très compliqué. Donc, moi, je travaille dans le cadre de projets de recherche avec la Fondation Falleret qui, justement, a lancé toute une réflexion autour de la question de la déstigmatisation en santé mentale. Et les premiers constats, c'est que la stigmatisation, c'est un processus qui est naturel, qui est lié au besoin qu'on a d'avoir des représentations sociales dans notre société. Empêcher la stigmatisation, c'est pas possible. Donc c'est pas le mécanisme même de stigmatisation qu'on peut atteindre. Ce qu'on va chercher à atteindre avec les projets de recherche qu'on mène et avec toutes les démarches de terrain qui sont mises en place, justement, dont on parlait à l'instant, l'idée, ça va être d'abord d'identifier c'est quoi la nature même de cette stigmatisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette stigmatisation? Pourquoi il y a ce besoin de stigmatisation? Parce qu'on s'aperçoit que quel que soit le groupe social, il n'y a pas la même stigmatisation, elle ne se qualifie pas de la même façon. Et l'idée, ça va être de travailler sur l'objet même de la stigmatisation, c'est le stigmate.
qui peut être positif parfois, mais qui peut aussi être malheureusement très souvent négatif. Donc l'idée va être de travailler sur comment on va pouvoir faire évoluer ce stigmate. Alors quand je parle de stigmate, je vais donner des exemples concrets. Ça va être le malade mental, c'est le fou, c'est le violent, c'est le dangereux. On retrouve une stabilité dans quasiment tous les pays sur cette stigmatisation, à savoir qu'il y a la dimension d'imprévisibilité, la dimension de contagion aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, d'irresponsabilité, le côté naïf aussi que peut avoir la personne qui souffre de troubles de santé mentale. Donc l'idée, ça va être de travailler sur ça. En tous les cas, ce sont des pistes de réflexion. Il y en a beaucoup. On va en parler, je pense, autour de cette table. Mais voilà, déjà, ça, c'est une première étape. C'est de se dire, on ne peut pas empêcher ce phénomène. Il va falloir qu'on travaille sur ce stigmate, cette conséquence, on va dire. Et l'idée, c'est aussi de l'articuler, et ça, c'est l'enjeu dans les projets de recherche de la Fondation Falret, c'est de connecter ça à la réalité sociétale. Vous en parliez tout à l'heure. L'idée, c'est que cette stigmatisation, même si on retrouve à peu près la même, quel que soit le pays concerné, il y a quand même un lien avec les valeurs d'une société. Et donc là, la première étape d'un des projets de recherche qu'on est en train de mener, c'est déjà de comprendre les liens de cette stigmatisation par rapport aux valeurs actuelles de notre société, par rapport à ces nouvelles générations qui arrivent, et générations plus anciennes aussi, de comprendre un petit peu comment ça se joue, pour pouvoir construire derrière des outils qu'on pourra utiliser de manière concrète et fiable, bien sûr. Jean-Luc Brière, je me tourne vers vous, président d'Agapsy et de la FASM Croix-Marine. Alors expliquez-nous ce que vous faites exactement et votre diagnostic, entre guillemets, sur la santé mentale aujourd'hui en France. Agapsy et Croix-Marine, donc c'est deux fédérations qui regroupent des associations, des établissements et des services dans le champ de la santé mentale. Au total, c'est 400 associations, établissements, services répartis sur l'ensemble de la France et qui vont fusionner bientôt pour donner naissance à une fédération plus grande, plus forte, qui s'appellera Santé Mentale France à partir du mois de juin. Alors, il nous apparaît d'autant plus important que cette fédération voit le jour qu'il nous semble, qu'il nous apparaît, que nous savons qu'il n'y a pas de politique de santé mentale en France. Alors, je le dis de façon un peu brutale. Alors, politique de santé mentale au sens précis des soins et de l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques graves ou qu'on appelle aussi personnes en situation de handicap psychique. La notion de handicap psychique est une notion très importante qui a été introduite en France en 2005 dans la loi handicap et qui a produit d'ailleurs des effets positifs et je pense que dans l'avenir aussi, il faudra qu'on continue de s'appuyer quand même sur les outils prévus par cette loi. Donc il n'y a pas de politique de santé mentale en France. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? D'abord, quand vous regardez les moyens, les ressources en matière de services, d'établissements, tant dans le domaine sanitaire, la psychiatrie, que dans le domaine médico-social, vous voyez une hétérogénéité des ressources et des moyens à population équivalente absolument considérable. Alors que tout ça, tous ces services sont financés sur des crédits publics. La plus grande part sur des crédits de l'assurance maladie. Pas uniquement, parce qu'il y a aussi les départements qui interviennent au titre de l'accompagnement. Toujours est-il que les différences, ça peut aller de 1 à 5 en termes de crédit à population équivalente d'un territoire à l'autre. En matière de médecins psychiatres, simplement les médecins dans les établissements, j'avais dans la tête l'idée, pas l'idée, mais le chiffre de 1 à 12. Nombre de médecins par rapport à une population, les différences allaient de 1 à 12, ce qui est absolument gigantesque. Alors d'après ce que j'ai lu hier, on serait plutôt, d'après les dernières études, parce que si on a relativement peu de chiffres, ce qui peut sembler un peu paradoxal, on serait plutôt dans une différence de 1 à 7. Voilà. Alors ça, c'est les moyens. Ce qui veut dire quand même qu'il n'y a pas de pilotage, de coordination. Voilà. Ce qui est encore plus important, c'est les différences de pratique. Voilà. Et les pratiques peuvent être extrêmement différentes aussi d'un endroit à l'autre. Alors, peuvent être extrêmement différentes. Et je vais prendre juste 2 ou 3 exemples. Vous savez qu'il y a la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui est une institution publique, qui a sorti son rapport 2015 et qui a fait apparaître que, en gros, la psychiatrie hospitalière était gangrenée, j'emploie exprès ce mot-là un peu, par la sécurité, par l'obsession sécuritaire. Voilà. Et donc, on a une tendance actuellement
à voir effectivement des dispositifs à connotation sécuritaire se développer dans les hôpitaux, ce qui va à l'encontre de tout un mouvement de désinstitutionnalisation, de sectorisation, d'insertion dans la cité que nous avons connu en France pendant des années et que nous continuons de connaître. C'est pour ça aussi que la situation elle est très paradoxale. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de politique. Donc il y a eu l'affaire en même temps de Bourg-en-Bresse, suite, alors pas la rappeler là tout de suite, mais je dis simplement 46 chambres d'isolement dans un hôpital de 500 lits à peu près, plainte déposée par une famille de l'UNAFAM, intervention de la contrôleur des lieux généraux de liberté et pas des institutions qui sont chargées de contrôler, d'une institution publique, mais qui est extérieure quand même au monde de la santé stricto sensu. Et ce rapport qui est paru sous la forme d'une recommandation au journal officiel du 16 mars, alors le processus n'est pas fini, il faut attendre les réponses, est quand même parfaitement accablant. Hein. Voilà, donc on se trouve face à des situations comme ça, et à côté de ça, on connaît dans d'autres endroits, ou peut-être quasiment dans les mêmes endroits, aussi des pratiques d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. Et je pense d'ailleurs que la lutte contre la stigmatisation dont on parlait tout à l'heure, elle passe d'abord, à mon avis d'abord, par l'insertion sociale et professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques pour qu'elles puissent côtoyer tout le monde et que tout le monde puisse les connaître. Et on sait en gros que c'est possible, parce qu'on fait la démonstration dans nos associations, dans nos établissements, dans nos services adhérents à GAPSI et Croix-Marine, que c'est possible. Insertion dans le logement, insertion dans le travail. En France, on est sans doute relativement en retard. Sans doute relativement en retard. Ça, c'est un autre problème, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Mais je pense qu'on a attiré au moins, sinon des leçons, au moins voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour en tirer profit. On va en parler jeudi, plus en détail. Mais en tirer profit. Bien sûr. Voilà, un peu. Alors, en termes de pratique, des choses absolument complètement différentes. Quand vous regardez les textes, en plus, les droits des patients, des malades, des usagers, comme on dit aujourd'hui, sont parfaitement reconnus depuis 2012. Donc il y a une contradiction totale entre ce développement de pratiques sécuritaires, en gros, depuis, on va dire, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont passés sous le septennat précédent, dont on a tous un peu en mémoire. Et donc, moi-même, j'étais fonctionnaire et je m'habituais, en fait, à un certain nombre de choses. Par exemple, quand j'allais à l'hôpital psychiatrique, je m'habituais au fait que les gens hospitalisés venant de la prison, hospitalisés sous contrainte, étaient enfermés dans des chambres d'isolement 24 heures sur 24. Ça, c'est des pratiques inhumaines. Voilà. Alors, je pourrais parler aussi de la prison, parce que la prison, actuellement, vous avez des milliers de malades mentaux, il y a 60 000 prisonniers, je ne sais pas combien, parce que les chiffres sont un petit peu différents, mais il y a quand même un grand nombre de personnes malades mentales au sens strict du terme, parce qu'après, bon, qui est malade mental, qui ne l'est pas. Et la question de la prison est un problème grave, dont on se préoccupe sans doute pas suffisamment assez aujourd'hui, sachant que dans, par exemple, surtout les établissements, les gros établissements pénitentiaires, les soins se limitent souvent à la distribution de médicaments. Je vais un peu loin, je caricature, et ça essentiellement faute de moyens. Hein. Voilà un petit peu comment les choses se présentent. Et en même temps, j'insiste sur le fait que dans notre fédération, nous avons des établissements, des associations qui travaillent ensemble, sanitaires, médico-social, social, qui travaillent bien en matière de réhabilitation psychosociale, comme le disait le docteur Leguet tout à l'heure, qui font avancer des choses. Il y a de grands progrès, et de l'autre côté, on a des dérives et des régressions. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de politique de santé mentale en France, et on sait qu'il serait possible d'en avoir une. Parce qu'en plus, les textes qui existent en France, c'est-à-dire la loi de 2016 santé, qui a tout un article sur la psychiatrie, est une loi intéressante, dans les termes qui est bien, maintenant reste à la mettre en œuvre. On a sorti plein de rapports sur la psychiatrie qui disent tous à peu près la même chose, sur la santé mentale, qui sont plutôt bien rédigés, mais qu'on a accumulés les uns sur les autres. Et puis, on a la loi aussi handicap de 2005, qui est une loi tout à fait importante et qui donne des outils pour faciliter la réinsertion des personnes handicapées psychiques et reconnaître leurs capacités. Voilà. Et ça, c'est très important. Merci Jean-Luc Briard. Avant de donner la parole à Alison et à Tim pour qu'ils nous donnent leur regard sur effectivement la santé mentale aujourd'hui, une réponse peut-être, docteur Leguet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en prison qui seraient mieux avec des soins psychiatriques plutôt que... Voilà. Alors, moi, je voulais réagir un peu à la fois pour partager une bonne part des constats qui ont été faits par Jean-Luc Brière et en même temps pour nuancer un peu ses propos. Parce que à l'entendre, on pourrait penser qu'il n'y a pas de direction indiquée à la politique de santé mentale. Moi, j'ai souvenir du plan de santé mentale 2011-2015 qui était dans la bonne direction, mais effectivement, il n'y avait pas de pilotage.
il y a une discussion qui s'est menée autour de l'élaboration de la loi de modernisation du système de santé qui a débouché sur l'article 69 où on a grosso modo une certaine direction. Et puis après, il y a la question des pratiques que vous évoquez en disant on est en quelque sorte tiraillé et les praticiens sont tiraillés et donc ça va forcément créer des pratiques différentes entre, on va dire, une option sécuritaire et une option ouverte de réhabilitation, de réinclusion. Je dirais que nous sommes tiraillés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes ambivalents par rapport à ça. Parce que si on nous parle des dangers, effectivement, parfois il peut y en avoir, que représente l'état clinique de certaines personnes, eh bien, il faut le prendre en considération. Et en même temps, il faut prendre en considération toutes les aspirations à l'autonomie, à l'épanouissement, au rétablissement, à l'empowerment, etc. Et cette ambivalence qui est là, c'est une ambivalence qui est celle de la société. C'est une ambivalence que nous partageons tous. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il pourrait être possible, à mon avis, aujourd'hui, de faire comme une espèce de conférence un peu de consensus ou un débat démocratique dans le cadre de la démocratie sanitaire pour tirer au clair et se donner, au fond, des conduites à tenir dans un certain nombre de situations pour pouvoir, effectivement, sortir de cette ambiguïté qui pèse sur tout le monde et au détriment, effectivement, des patients. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Aude, un tout petit mot oui, là-dessus. Juste en complément sur la question du pilotage national, le Haut Conseil de santé publique a rendu il y a quelques jours son rapport d'évaluation du dernier plan psychiatrie santé mentale et a fait le constat effectivement qu'il manquait un pilotage national de la politique de santé mentale qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des grandes orientations. Les ministères de la Santé successifs se sont prononcés en faveur du rétablissement, du soin dans la cité, en proximité, de recourir à l'hospitalisation que le plus rarement possible, juste quand c'est nécessaire et pour des séjours très courts, de développer des équipes mobiles, de développer les conseils locaux de santé mentale, de promouvoir les droits des patients, etc. Mais ils appellent à un pilotage national interministériel. Parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui est concerné, c'est aussi le ministère du Logement, le ministère du Travail, etc. Donc il y a vraiment un besoin clair de ce côté-là, en particulier pour arriver à réduire les inégalités territoriales de santé. Oui, la santé mentale, ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé. Si on l'a bien compris, ça doit être plus coordonné que ça. Alors, Alison Simons, vous êtes médiateur pair, Housing First. Donc, expliquez-nous ce que c'est, puis ensuite, donnez-nous votre regard. C'est une question que je poserai aussi à Tim sur ce beau système français extraordinaire dont tout le monde fait l'éloge et qu'on nous envie dans le monde entier. Donc, soyons sérieux. Déjà, votre fonction qui est originale, et je ne sais pas si ça existe en France. Non. Expliquez-nous. En fait, ça existe. Voilà, si vous pouvez parler devant, parce que c'est... Voilà, en fait, ça n'existe pas en France. Oui. Ça s'appelle médiateur santé pair ou père aidant. Oui. Et c'est quelqu'un qui a souffert de problèmes psychiques. Dans mon cas, je suis bipolaire et d'addiction. Et moi aussi, j'ai souffert de multiples addictions. Mm-hmm. Donc, j'ai une expérience personnelle de tout cela. Et j'apporte mon expérience à une équipe pluridisciplinaire, à un programme qui s'appelle Un chez soi d'abord, qui est un projet expérimental qui loge les SDF dans des studios sans condition. Donc, ils peuvent être sans traitement pour leurs addictions, complètement démunis dans un sens. Et notre projet est de les mener vers le droit commun. Et nous avons eu 3 ans pour faire cela, oui. Qui n'est pas du tout... ça ne nous donne pas vraiment assez de temps pour le faire, mais nous essayons quand même. J'ai aussi un master d'assistante sociale aux États-Unis, où j'ai travaillé dans les hôpitaux et les salles d'urgence. Donc j'ai une double casquette dans un sens, j'ai un regard des États-Unis et j'ai un regard sur la France. Et le médiateur santé pair doit être stabilisé pour travailler dans une équipe. Ça veut dire que j'ai 7 ans derrière moi
dans les alcooliques anonymes Mhm. et je suis stable pour ma bipolarité depuis je ne sais pas combien d'années. Donc ça fait assez longtemps que je suis stable et j'ai un traitement très très léger qui en France, je ne sais pas si ça existe. Mais Je sais pas. Parlez sous le contrôle du psychiatre. Je sais pas, c'est du lithium, c'est du. Je sais pas, moi je. sais non, pas, dans mon expérience, c'est un des gros soucis de la population avec laquelle on travaille, Ouais. c'est d'être sous traitement parce qu'ils ont vraiment peur d'être dans une camisole chimique Bien sûr. où ils ne fonctionnent absolument pas. Donc c'est très très difficile de les mener vers les soins, surtout psychiatriques. Et ça c'est un de nos travaux à faire avec eux, petit à petit et à leur rythme, ce qui fait partie du rétablissement et du empowerment, qui est de donner le pouvoir aux patients pour être en contrôle de son rétablissement. L'idée, c'est d'essayer de revenir Oui, vers une vie normale, entre guillemets, exactement. quand c'est possible. Mais vous avez obtenu des succès Oui, absolument. et quelques déceptions aussi, j'imagine. Oui, Ouais. oui, oui. On a 80%, 82% des personnes qui sont toujours logées dans notre programme. C'est énorme, oui. Ce qui est énorme. Et nous avons eu aussi des décès et des gens qui sont retournés à la rue. Bien sûr. Donc, on a perdu en moyenne 8 personnes. Donc, il nous reste, et le reste sont toujours logés. Mais on a un énorme problème de logement, parce qu'il n'y a pas assez de logement social en France. Donc, on a été obligé d'aller dans le privé pour chercher du logement, ce qui est subventionné par l'État. Et le programme finit je pense en décembre 2016. Et j'espère que ça va être pérennisé par le gouvernement, parce que nos statistiques sont assez bonnes. Et par exemple, nous avons réduit avec ce suivi pluridisciplinaire qui inclut des psychiatres, un médecin généraliste, des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux et des médiateurs santé pairs, qui fait partie du rétablissement. Les séjours en psychiatrie sont de moyenne de 2 semaines. Que par exemple, c'est très court. Que par exemple, quelqu'un qui vient de la rue, qui est hospitalisé, passe au moins 3 mois dans un hôpital, chuté à mort et complètement démuni. Et dans ces équipes pluridisciplinaires, je veux dire que, Oui. est-ce que c'est hélas comme nos politiques, même dans un même gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de coordination, ou est-ce que là, vous sentez qu'il y a, Non, il y a une vraiment, véritable volonté d'aboutir? oui, il y a une vraie coordination entre le médico et le social. Et en fait, il n'y a pas de hiérarchie Oui. dans notre équipe. Et par exemple, un psychiatre peut très bien aller chercher un canapé avec un locataire, aussi bien qu'un psychiatre peut faire le ménage chez quelqu'un qui ne sait pas faire le ménage, mais aussi à le chapeau de psychiatre quand on en a besoin. Donc, mais on essaye de quand même mener les locataires vers le droit commun, vers les CMP, vers les médecins généralistes, vers le système médico-sociaux qui existe en dehors de notre programme. Le psychiatre est un homme comme les autres, hein. Ça peut être aussi le meilleur ami de l'homme. Pour porter les canapés, oui, certainement. S'il n'a pas trop mal au dos, ça va. Ok, et aux États-Unis, là, c'est plus développé, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est vécu comment? C'est Par efficient, exemple, ça marche? Oui, je vous en prie. mon expérience, c'est que j'ai été hospitalisée pendant à peu près 9 mois, Oui. ce qui est vraiment très très long. 3 mois, 3 mois et 3 mois. Aux États-Unis? Non, ici. Ici en France, oui. Et on m'a dit à la fin que j'allais finir dans une institution. D'accord. Alors que vous voyez bien que je ne suis pas dans une institution. Que j'ai un travail, que j'ai une vie normale,
que je suis sobre aujourd'hui, que je n'ai pas de problème d'addiction, que j'ai un traitement très très léger qui me permet de fonctionner comme tout le monde. Et aux États-Unis, le rôle de l'assistante sociale, en fait, est vraiment travaille vraiment en parallèle avec le psychiatre. Donc, par exemple, l'assistante sociale est la première personne qui voit le patient et qui fait l'évaluation du patient. Tandis que en France, l'assistance sociale, c'est vraiment du paperasse. Oui, c'est après, c'est accessoire. Et c'est la hache, le RSA, la CAF, et toutes ces choses-là. Et le rôle de l'assistance sociale aux États-Unis est très très différent que celle de celui qui existe en France. Et donc, les assistantes sociales, un de ce que je peux apporter à l'équipe, c'est mon expérience personnelle mon expérience personnelle et par exemple ma connaissance de tous les médicaments que j'ai pris dans le monde, parce que ça, j'ai quand même utilisé les institutions psychiatriques aux États-Unis et en France pendant 30 ans. Donc j'ai pris tout ce qu'il y a à prendre et j'apporte ça à l'équipe. J'apporte aussi mon expérience aux locataires. Je partage mon expérience très ouvertement avec eux. Donc, ils ont une espèce de confiance en moi parce que je ne fais pas partie des institutions. Oui, et j'ai aussi partagé les mêmes expériences parce que dans un sens, j'ai fini dans un squat en fumant du crack et en consommant de l'héroïne. Donc, j'ai fini comme la plupart de nos locataires ont commencé. Ouais, ça aurait pu mal se terminer, ce que vous nous Très disiez. Très mal se terminer, voilà, oui. Je me tourne vers vous, Tim Grayson, pour ça, mais ça veut dire, dans l'expérience d'Alison, il y a plein de gens qui sont peut-être enfermés, entre guillemets, qui ne devraient pas être enfermés. Je veux dire, c'est peut-être aussi une solution de facilité. Je ne sais pas comment vous voyez, vous, en tant qu'Australien, vous êtes directeur de recherche à l'hôpital Maison-Blanche, je ne me suis pas trompé. Donc vous avez ce regard aussi, je veux dire, sur notre pays. Je sais que vous pouvez être volontiers critique et c'est très bien. Oui, non, ça arrive quelquefois. Et donc l'idée quand même, c'est manifestement, si vous aviez été enfermé, c'était une erreur. Je veux dire, c'est évident. Donc comment vous voyez les choses? Est-ce que finalement la médecine, enfin la psychiatrie, alors je me tourne aussi vers tout le monde, je veux dire, bon, c'est pas quelque part du côté de la répression? Est-ce que ou du côté de finalement, on n'a pas très envie d'être trop embêté et protéger le citoyen qui ne pose pas de problème. Donc, on classe, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu confus, mais en même temps, je crois que vous avez bien saisi ce que je voulais dire. Ce dont je veux dire autrement. Si je peux revenir de très loin de notre côté. Peut-être la grande révolution dans les autres pays, c'est que la santé mentale, c'est quelque chose de génial. C'est fantastique. D'être en bonne santé mentale, c'est génial. Bien dormir, savoir bien manger, passer une bonne journée, savoir gérer des problèmes, savoir construire des projets. Bien sûr. Tout ça, c'est des choses fantastiques. Concevoir la santé mentale en premier lieu comme des valeurs positives, comme des richesses de tout le monde, de chacun. On a chacun une santé mentale. En plus, chacun une santé mentale différente. Vos valeurs à vous en termes de santé mentale, ce n'est pas forcément les miennes, pas forcément pareil que les valeurs d'Alison. Cette révolution-là de se dire on a une santé mentale tous, on l'a tout au long de la vie, le plus petit enfant jusqu'à la vieille personne, on a une santé mentale qui peut être géniale et qui est différente et qui change. Cette révolution a eu lieu dans d'autres pays, qui est l'idée que alors la santé mentale, c'est quelque chose qu'on peut construire, qu'on peut imaginer ensemble, qui fait partie de la vie collective. Donc, ça fait partie de notre éducation. En Australie, par exemple, ça fait partie de l'éducation au milieu scolaire au même titre que l'arithmétique, au même titre que l'anglais, parce que chez nous, on parle l'anglais et pas le français. Mais la nécessité de se dire que cette richesse de connaissances et de valeurs de la santé appartient à tout citoyen et non pas aux seuls professionnels de la santé.
C'est ça la prochaine révolution qui va déjà, on le sent venir déjà dans l'éducation nationale, mais aussi au niveau du système de santé. Oui. L'idée que tout citoyen au niveau scolaire, déjà à l'école primaire, au lycée, devrait être formé sur la bande santé mentale, mais aussi la mauvaise. On a tous des hauts et des bas. Denis Leguet a souligné le pourcentage des gens qui ont des troubles dépressifs graves ou les psychoses, etc. en France. Mais on a tous des problèmes de santé mentale à un moment donné. Comme on a la grippe, comme on a un rhume, comme on a des problèmes de santé physique à un moment donné. Comme à la fin d'une journée, on peut être exténué. Ce n'est pas un vrai problème de santé mentale. Mais on se couche, on dort, on va mieux après. On rêve. Tout le monde rêve. On imagine des choses. Donc, ces histoires d'aller vers l'avant dans un nouveau système, d'imaginer un système dans lequel tout citoyen est formé en santé mentale, puisse en parler facilement, puisse dire à leur, non pas attendre de consulter un psychiatre, mais dire aux copains autour de la table, au dîner, en ville, ah, ça ne va vraiment pas en ce moment. Et de pouvoir en parler. Et que tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la dépression ordinaire, la dépression de la vie de tous les jours. Un trouble d'alcool. Est-ce que j'ai bu 3 verres ce soir? C'était pareil hier soir, le soir avant. Est-ce que c'est un problème d'alcool déjà? Tout le monde autour de cette table boit de l'alcool, j'imagine. Non, il y en a qui ne boivent pas de l'alcool. Mais le fait reste qu'à quel moment ça devient un problème. Cette révolution a lieu dans les autres pays. Ça veut dire aussi que des grandes priorités dans les autres pays occidentaux, en premier lieu, si votre population est formée sur la santé mentale, Alison a utilisé le mot empowered, donc l'empowerment, si tout citoyen est empouvoirisé en termes de santé mentale, déjà lorsqu'ils ont un problème de santé mentale, ils savent en parler plus tôt et à qui en parler. Et cette notion d'intervention précoce, y compris pour les maladies psychiatriques les plus graves, dans plein de pays européens, on essaie de mettre en place, d'avoir un système qui veille à ce que quelqu'un à l'âge de 17 à 18 ans qui a des idées bizarres n'a pas peur d'aller en parler avec quelqu'un. Et pas forcément un psychiatre, avec, comme dit Alison, avec un travailleur social, avec un infirmier de ville, avec un médecin généraliste. En parler, l'intervention qui commence précocement, il est montré que la durée de la psychose est moins longue. Et c'est l'autre révolution, plusieurs personnes autour de la table ont évoqué, cette idée toute bête qu'on peut aller mieux. Parce que ce que vous dites tous là, c'est que l'enfermement est une horreur et que l'enfermement génère l'enfermement. C'est-à-dire qu'on doit trouver ça normal au bout d'un moment. J'imagine que quand on est exclu, on continue à vivre avec son exclusion puisqu'on vit et Je voudrais intervenir sur cette question parce que je voudrais vous interpeller en tant que journaliste, parce que vous insistez sur la question de l'enfermement. Donc je pense que ça correspond peut-être à une représentation que vous avez des soins psychiatriques, qui est une représentation qui est partagée finalement. Il y a beaucoup d'idées reçues autour des pathologies et beaucoup d'idées reçues autour des soins. Une des idées reçues la plus répandue, c'est que les soins psychiatriques, c'est forcément enfermer des gens à l'hôpital et leur donner des médicaments. Bon, alors juste pour contrer cette idée reçue, il faut savoir qu'en France, le pays de la Révolution, actuellement, entre 70 et 75% des personnes qui sont suivies par les services publics de psychiatrie ne sont jamais hospitalisées. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que les gens sont d'abord suivis, soignés à domicile, en ville, dans des consultations, dans des centres médico-psychologiques, etc. Donc la question de l'enfermement, je ne veux pas minimiser la question de l'enfermement parce que M. Brière l'a rappelé, il y a aussi des abus et des... Moi, je parlais de l'enfermement en soi déjà. L'enfermement en soi qui a peut-être comme conséquence de trouver l'enfermement extérieur un peu normal, c'est ça que je voulais dire. Oui, je d'où pense pas que les l'importance, comme psychiatres enferment tout le monde, l'évoquait heureusement. Tim, de pouvoir libérer la parole, d'ouvrir le dialogue, et c'est ce qu'on fait avec un événement comme celui-là. Je voulais aussi refaire une petite précision par rapport à la question des médiateurs de santé père, parce que Alison exerce en France, donc le métier de médiateur n'est pas encore complètement reconnu, mais disons qu'il y a des expérimentations qui sont en cours depuis 3 ans, qui sont en particulier menées par le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu une formation qualifiante. Pour l'instant, c'est pilote et c'est appelé à se développer. Il y a 30 personnes qui ont été formées, qui ont intégré des services de santé mentale
Et au bout de 2 ans, il y a à peu près 17 personnes qui sont toujours en poste. Et il y en a 4 seulement qui ont arrêté et les autres se sont reconvertis ou ont repris des études. Donc voilà. Donc comme l'évoquait Alison sur l'effet bénéfique du travail de médiateur de santé père dans le programme Chez Soi d'abord, c'est vrai que dans les autres cas, des personnes qui sont... Les médiateurs de santé, en fait, c'est comme des traducteurs. Ils ont un double langue. Ils maîtrisent 2 langues. Ils maîtrisent la langue des soignants et la langue des patients. Voilà. Et ils font le go-between, pour parler français. Ils font l'intermédiaire entre les deux. Donc là, il y a aussi des choses qui sont amenées à se développer. Et il y a de plus en plus de demandes pour qu'il y ait ce type de compétences dans les services de santé mentale. Mais il y a plusieurs formes d'enfermement. Hein. Oui, bien sûr. Et il y a l'enfermement le plus dur et le plus méchant qu'on dénonce tous. Mais ce qu'on constate aussi, c'est l'enfermement dans les pays riches comme la France, dans les cages dorées. Oui. C'est-à-dire, au fait, la désinsertion sociale, on met des gens dans des institutions séparées avec plein de professionnels qui s'en occupent et qui passent des journées fantastiques toute leur vie. Alors que l'objectif médico-social et l'objectif médical, c'est de remettre la personne en milieu ordinaire. La réalité, souvent, c'est qu'au fait, les gens restent dans un système toute leur vie. Un peu le problème avec notre système, notre loi sur le handicap, c'est est-ce qu'on peut, si on croit dans la notion de rétablissement que les gens peuvent aller mieux, est-ce que pendant la période où la personne va mieux, ils peuvent renoncer à leur statut de personne handicapée et ensuite le reprendre plus tard si jamais ils retombent malades, encore une fois. Bref, un système plus souple, mais qui croit que l'objectif, c'est l'inclusion sociale. Oui. C'est que la personne fasse partie de tout le monde et non pas soit dans une institution pas aussi spécialisée, brillante et magnifique qu'elle soit. Oui. Il y a aussi un autre phénomène dont on ne parle pas souvent, c'est effectivement il y a cet enfermement entre guillemets dans des cages dorées des institutions, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'autostigmatisation qui est aussi une forme d'enfermement en soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles constatent qu'elles ont des difficultés, elles anticipent la stigmatisation ou les représentations qui vont leur être accolées, elles anticipent aussi le regard de leurs proches, le regard de leur employeur. Et du coup, elles s'auto-stigmatisent, elles se mettent elles-mêmes dans des cages, dans des prisons un peu imaginaires, où elles vont du coup se couper de la possibilité d'être accompagnées, de la possibilité de pouvoir être accompagnées dans une insertion, une adaptation en tous les cas de leur quotidien. Ça, c'est un phénomène dont on parle peu et qu'on constate de plus en plus en France et qui malheureusement est compliqué parce que le travail dont parle Alison est super parce que là, ça nous permet vraiment de désamorcer en fait cette auto-stigmatisation. Malheureusement, elle n'est pas encore assez largement utilisée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a peu de moyens encore pour travailler. Jean-Luc Brière et ensuite Denis Leguet, je vous en prie. Juste, OK pour parler d'enfermement, les cages dorées, tout ça, mais en France, quand même, j'ai parlé de la prison, on a quand même sans doute des milliers de malades comme en prison, ça c'est l'horreur. Voilà, ça je le dis quand même vraiment parce que c'est quelque chose dont on parle moins actuellement avec toute l'actualité qu'on a et je trouve que ça devrait être sans doute un des sujets de travail de la fédération dont j'ai parlé tout à l'heure, Santé Mentale France. Je crois que c'est tout à fait important d'en parler au pouvoir public et de faire évoluer les choses. Parce que vous savez, sur le plan, on voit aussi que depuis quelques années, depuis maintenant quelques dizaines d'années, comme le nombre de malades mentaux en prison n'a fait qu'augmenter. Alors maintenant, pour parler aussi, continuer à parler de notre pays, donc moi ce qui m'a intéressé tout à l'heure, c'est d'entendre Madame, alors Alison, vous avez dit qu'aux États-Unis, c'était l'assistante sociale qui faisait le premier constat, enfin, qui recevait la personne. Ça, c'est quelque chose effectivement d'inimaginable aujourd'hui en France. Voilà. Et ça, je pense que ça pose bien une question quand même, aussi de nos rigidités, de nos corporatismes, de nos corporations, de nos formations, de nos modes de formation. Voilà. Et donc, en France, on a quand même une spécification des tâches très importante. Moi, je suis allé en Italie. C'est un autre pays, encore une autre culture, si vous voulez. Il y avait une espèce de déspécification des tâches qui m'a étonné. Voilà, qui m'a étonné. Alors, j'en ai pas tiré de conclusion, forcément, dans un sens ou dans un autre, mais ça m'a vraiment étonné. Je me suis dit qu'on peut peut-être faire autrement qu'en France, où c'est vrai qu'on a encore des coupures entre les corporations, les métiers, le sanitaire, le médico-social, le social. Et c'est bien quelque chose sur lequel Santé Mentale France va travailler, va continuer de travailler. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, je pense qu'un des objets aussi importants en France, ça va être de revoir les formations. Les formations des personnels soignants, des personnels médico-sociaux, dans le sens de ce qu'on appelle, alors vous avez dit l'empowerment, alors je ne sais pas, vous avez traduit ça en français tout à l'heure, ça m'a fait sourire, là, je ne sais plus ce que vous avez dit,
Pouvoirisation. L'empouvoirisation, voilà, j'ai appris ce mot-là. Bon, maintenant, je vais envoyer ce mot-là. C'est très clair en tout cas. Non, mais on voit bien ce que ça veut dire. bien sûr. La réhabilitation psychosociale, on peut employer plusieurs mots si vous voulez. Voilà. Et donc, oui, il y a besoin de développer ce type de formation qui actuellement n'est pas suffisamment développée pour les psychiatres, c'est complètement évident. Hein. La formation des psychiatres est sous la main je critique personne, là, c'est un système, mais sous la main quand même des professeurs des CHU, et c'est très très médical, comme formation très médicale. Les infirmiers en psychiatrie n'ont plus de formation très spécifique, il faudrait aller plus loin en discuter. Dans le médico-social aussi, il faudrait développer des formations de ce type, et puis développer des formations croisées, ce qu'on commence à faire, notamment au cours d'emploi, etc., etc. Voilà en 2 mots. Mon général Leguet, vous vouliez prendre la parole, je vous en prie. Pardon. Non, je voulais revenir sur la question de l'enfermement parce que il me semble que derrière le mot d'enfermement, on met beaucoup de choses en fait. Et puis ça appelle aussi à la stigmatisation et à la stigmatisation des pratiques et c'est pas forcément une bonne chose. Donc, enfermement, il y a la question des chambres d'isolement, ce qu'on appelle les chambres d'isolement et à l'intérieur de ce phénomène chambre d'isolement, on va dire il y a 2 réalités. Il y a une réalité de crise à certains moments et en général les pratiques c'est que, on va dire, quand on se sert d'une chambre d'isolement, quand on s'en sert, parce qu'il y a 25 ans il n'y avait pas de chambre d'isolement et on faisait autrement. Et on avait des pratiques qui étaient peut-être un petit peu plus sauvages et qui n'étaient pas forcément bien contrôlées et les chambres d'isolement sont arrivées aussi pour pouvoir très protocoliser, surveiller l'évolution de la personne, etc., garantir sa sécurité. Donc ça, c'est le moment critique et en général, ça dure très peu de temps. Il y a un autre phénomène qui est les personnes qui sont incarcérées, comme vous avez dit tout à l'heure, M. Brière, sous main de justice. Alors, incarcérées, c'est la justice qui décide. Hein, donc, elles souffrent de troubles mentaux et lorsqu'elles sont hospitalisées en hôpital spécialisé, elles ne sont pas, on va dire, gardées, surveillées par du personnel pénitentiaire. Autrement dit, il y a une sorte de transfert de responsabilité qui passe de la pénitentiaire au monde sanitaire qui, du coup, est en situation très ambiguë par rapport au fait de devoir, en quelque sorte, garder la personne pour éviter qu'elle ne... Et à ce moment-là, c'est compris comme, on nous dit, qu'elle ne s'évade, ce qui est effectivement une histoire un peu absurde. Bon. Donc, effectivement, il faudrait faire évoluer cette réalité-là pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne pas se trouver dans cette situation absurde. Et la deuxième, c'est éviter que se retrouve dans les prisons cette proportion de malades mentaux que vous avez dit tout à l'heure, mais pour lesquels il faut imaginer des formules de prise en charge qui soient un peu spécialisées tout de même. Et puis, il y a la question de la durée de séjour. En fait, c'est aussi ça que vous évoquez quand vous dites l'enfermement, etc., l'hospitalisation. L'abus de l'hospitalisation, c'est aussi souvent... Aujourd'hui, les réalités, c'est quand même que les durées moyennes de séjour tournent autour de 10-15 jours par séjour et par personne. Il y a des séjours qui peuvent être plus longs. Mais dans ces séjours qui sont plus longs, on peut décomposer en 2 temps, au fond. Le temps critique, et puis après, il y a le temps de difficulté, souvent, pour la personne de se réapproprier des habiletés sociales, de la débrouillardise, de l'autonomie, et qui va devenir d'autant plus importante, cette difficulté, qu'on va la maintenir en hospitalisation, ce qui va maintenir sa déshabilitation, en quelque sorte. Et donc, il faut lutter contre la prolongation des durées de séjour pour pouvoir permettre à la personne de reprendre pied très vite dans la communauté. Mais pour ça, on ne peut pas dire simplement un jour, bon ben ça y est, vous êtes guéri, madame, monsieur, vous pouvez sortir, on a fini notre boulot. Voilà, il y a quelque chose à faire derrière qui, du coup, va concourir aux soins, qui est donc l'intervention, l'action médico-sociale, dont vous allez parler dans 2 jours, mais qui concourt aux soins. Il faut bien se mettre ça dans l'esprit que, finalement, l'accompagnement, se soucier du logement, se soucier du travail, se soucier de l'inclusion familiale, se soucier de l'inclusion dans la société, ça va aussi soigner. C'est du care, c'est pas du soin de santé, mais ça va contribuer aux soins et ça va diminuer le besoin de soins de santé. Aude Carrière. Oui, alors je voulais insister sur, pour pas banaliser cette histoire de recours aux chambres d'isolement et à la contention en psychiatrie, parce que il y a quand même plusieurs personnes qui ont pris la parole récemment sur ces questions-là pour leurs institutions pour tirer le signal d'alarme. On est en France, donc le pays de la Révolution, comme l'a rappelé Tim, les pays des droits humains.
Et vous avez quand même le député Denis Robillard qui a tiré la sonnette d'alarme sur le recours abusif à la contention en psychiatrie, qui a permis que dans la nouvelle loi de santé, il y a un article spécifique qui oblige maintenant les professionnels à avoir une traçabilité, à justifier les isolements, etc. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté, vous l'avez cité, a tiré le signal d'alarme concernant, j'espère, des pratiques exceptionnelles dans un établissement, mais peut-être pas si exceptionnelles que ça. Elle s'est promis, à la fin de son mandat, d'avoir visité tous les établissements psychiatriques de France, et je vous assure qu'elle a un regard acéré sur la question maintenant. L'UNAFAM a tiré la sonnette d'alarme concernant ça, la FNAPSI aussi. Voilà, il y a des pétitions qui commencent à circuler sur Internet pour interpeller Madame la Ministre au sujet du recours abusif aux chambres d'isolement en psychiatrie. Il y a un vrai problème de respect des droits fondamentaux des personnes. Et tant qu'on aura ce problème de respect des droits fondamentaux des personnes dans les établissements de santé mentale, on aura de la stigmatisation. Parce que c'est la psychiatrie elle-même qui produit la stigmatisation, puisque les pratiques viennent renforcer les idées reçues. Donc, tant qu'on n'évoluera pas sur ces questions-là et sur le respect des droits des patients dans les pratiques psychiatriques, on tournera en rond. Alison. Je voulais vous donner un exemple de la psychiatrie française. On a un locataire qui est dans le déni de sa pathologie, qui a passé au moins 3 mois dans une institution française à Paris. Après, il a été envoyé en IMD pour au moins 6 mois. Après, il est retourné à Paris dans un hôpital et il a joué le jeu. Donc, et maintenant, il ressort de l'hôpital. Il va sortir de l'hôpital avec un logement, parce que nous sommes un programme de logement. Et il va tourner en rond, comme ça, et va arrêter ses médicaments, va décompenser et va retourner à l'hôpital. Mais il a quand même passé 1 an dans les institutions françaises. Donc il y a quelque chose qui cloche. Bien sûr. Et pour moi-même, moi je suis partie contre avis médical de l'hôpital. Ma mère a dû me chercher pour signer une pétition que je sorte de l'hôpital. Et j'ai abandonné mon psychiatre français et j'ai engagé une psychiatre anglophone. Donc j'ai complètement rejeté le système français. Et je suis partie vers un système avec lequel je suis plus à l'aise. Donc ça, c'est mon expérience. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, comme vous le dites, qui ne marche pas. Quelques mots. Juste, on n'a pas parlé aussi des malades en grande précarité à la rue, etc. Ah si, justement, ça, c'est on en important. parle, bien sûr. Dire, alors, pour pas trop, parce que là, c'est un peu négatif ce qu'on dit, c'est un peu déprimant. Bon, parce qu'il y a des choses positives aussi. Hein, c'est vrai, bon, un peu déprimant. Ceci dit, voilà, il y a des moyens d'améliorer les choses. Voilà. Donc, on parlait de pilotage. Alors, bien entendu, après, il faudrait développer comment, problème de formation. Je prends un exemple, par exemple. En France, la loi de 2005 sur le handicap a créé ce qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle. Les groupes d'entraide mutuelle, c'est des groupes de socialisation par et pour, on va dire, les malades, les personnes en situation de handicap psychique. C'est quelque chose de très positif. Alors, il n'y en a pas suffisamment, il y en a 350 pour les personnes en situation de handicap psychique, et tout le monde reconnaît que c'est quelque chose de positif. Alors, il y a des difficultés, c'est compliqué à un endroit, à un autre, voilà, etc., en matière de gestion. Mais ceci dit, voilà quelque chose de positif et d'important. Donc, ça veut dire aussi qu'on a des pistes, on sait en gros ce qu'il faut faire. C'est ça que j'ai envie de dire aussi, on sait ce qu'il faut faire. Et je regrette qu'on ne le fasse pas un peu. C'est un petit peu ça. Et quand je dis qu'il n'y a pas de politique, moi je maintiens comme qu'il n'y a pas de politique. Là, tout de suite, là, je le redis quand même. Parce que c'est vrai que le rapport qui vient d'être évalué, c'est un peu extraordinaire. D'ailleurs, le rapport qui vient de sortir du Haut Conseil de santé publique est tout à fait intéressant. C'est le 20e rapport quand même, qui dit à peu près la même chose que les 20 rapports qu'on précédé. Il est peut-être encore un peu mieux que les autres. Bon. Mais ceci dit, voilà, c'est quand même le 20e rapport. Et il a évalué comme un plan officiel qui n'a jamais été mis en œuvre. Donc on a envie de rire un peu. Le ministère a demandé d'évaluer un plan qui n'a jamais été mis en œuvre. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est tout. Je dis ça en souriant un peu. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. Juste avant de vous donner la parole, juste pour dire, il y a une politique, mais il n'y a pas de volonté politique. On pourrait être d'accord là-dessus, parce qu'il y a quand même une direction politique et sur laquelle, finalement, il me semble que, on va dire, la grande majorité des acteurs et des partenaires du champ de la santé mentale sont d'accord, ce qui est assez
historiquement notable, parce que ça n'a pas toujours été comme ça jadis. Juste un truc que je voulais dire qui va dans votre sens. Pour avoir suivi, alors c'est une très modeste expérience, un psychiatre des urgences à Bichat, pas vous en dire plus, qui recevait, c'était la nuit, etc., des cas extrêmement difficiles, puisque par définition, je l'ai vu recevoir donc d'autres services où la police lui amenait des personnes qui étaient visiblement SDF. J'en ai vu un qui... Personne n'était capable de savoir quelle était sa nationalité, c'est pas très grave, mais sa langue, donc impossibilité de s'exprimer, dans un état pitoyable. Et les urgences, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour l'urgence. Enfin, pardon d'être aussi bête, mais... Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de solution. La solution, c'est « Ok, je ne sais pas quoi faire, je peux lui donner des calmants, etc. On le garde un peu, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas. Et ensuite, on le remet dehors. » Donc on n'a rien arrangé, et s'il fait une bêtise, il va en prison. Enfin, je veux dire que les réponses sont assez... c'est peut-être ça qu'il faut peut-être améliorer, c'est-à-dire, c'est quoi, non pas le service après-vente, excusez-moi, on n'est pas chez Darty, mais qu'est-ce qu'on fait après quand quelqu'un est dans cette urgence? Comment on prend le problème? Et c'est vrai que c'est pluridisciplinaire, etc. Non, allez-y ensuite, Oui, je vous en prie. c'est pluridisciplinaire. Ouais. Une des clés, c'est de donner des compétences à des gens, entre guillemets, plus basses dans les hiérarchies. On a parlé tout à l'heure des travailleurs sociaux, c'est essentiel. On a parlé des infirmiers, c'est essentiel. Bref, que ces gens-là soient formés et compétents, Oui. études universitaires, des docteurs en études infirmières, des professeurs. Moi, mes interlocuteurs internationaux, c'est des professeurs d'université qui sont des travailleurs sociaux, des professeurs d'université avec des milliers de publications qui sont des infirmiers. Ouais. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont 20 ans, lorsqu'ils ont 30 ans, ils sont dans le service d'urgence et c'est eux qui sont qui connaissent le système ils vont reconnaître la langue de la personne, ils vont avoir tout un répertoire. Et ça, on arrive là, les réfugiés sont déjà en France, ils ont des troubles de santé mentale, plein des enjeux de santé mentale. Il faut qu'on puisse faire ça. Dans d'autres pays, la plupart des autres pays, c'est fait par d'autres genres. En Italie, c'est l'exemple clé, c'est travailleurs sociaux et infirmiers. Aude, quelques mots. Alors, pour avoir un discours un peu plus positif, effectivement, soyons joyeux, même sous la pluie. Donc, il se passe des tas de choses intéressantes en France. Et je voulais juste donner quelques pistes de choses positives. Les semaines d'information sur la santé mentale ont lieu pendant 15 jours depuis plus de 25 ans en mars. Et cette année, la thématique, c'était la santé mentale et la santé physique. Vous évoquiez ce qui se passe aux urgences. Oui. C'est un vrai problème. Et donc, il y a plus de 1300 événements qui ont été organisés en France. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie mobilisation dans tous les départements. Il y a des milliers de personnes qui se relèvent les manches. Et quand je dis des milliers de personnes, c'est justement du partenariat. C'est-à-dire, c'est pas seulement les associations de patients ou de proches, c'est pas seulement les services de santé mentale, c'est tout le monde. C'est les élus, c'est les médiathèques, c'est les cinémas, etc., qui ouvrent le débat sur les questions de santé mentale. Et ça, c'est un formidable outil qui existe dans quelques pays ailleurs, mais de cette manière-là, c'est-à-dire vraiment basé sur la mobilisation de terrain, ça n'existe qu'en France. Et j'en profite d'ailleurs d'avoir le micro pour vous annoncer que sans doute l'année prochaine, le thème des semaines d'information santé mentale, ça sera santé mentale et travail. Et donc là, au milieu de la défense, on ne peut pas mieux tomber pour faire cette annonce-là. Et donc, on a beaucoup de choses à dire sur cette question-là et mobiliser les entreprises sur la question de la santé mentale au travail. On voit que le burn-out, c'est la nouvelle pathologie du 21e siècle. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire l'année prochaine. Donc ça, les sismes, ça montre qu'il y a des choses qui se passent. La Mad Pride, c'est aussi quelque chose, un nouveau discours sur les problèmes de santé mentale. Donc le rendez-vous, la 3e Mad Pride, va avoir lieu en France le samedi 11 juin à Paris. Voilà, donc vous donne tous rendez-vous à ce moment-là. C'est aussi l'occasion de dire, non pas on est fier d'être fou, mais on revendique la dignité en tant que citoyen. Voilà. Et la réponse, elle est du côté de la citoyenneté. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la psychiatrie, le médical, le médico-social, le social n'a pas toutes les clés. Tout le monde est concerné, tout le monde a une part de la réponse. Et l'objectif, c'est d'avoir la meilleure vie possible, on va dire. C'est pas une vie normale, je ne sais pas ce que c'est qu'une vie normale, mais avoir la meilleure vie possible. Voilà. Comment fait-on pour avoir la meilleure vie possible ? Chacun a une partie de la réponse. Et j'en reviens encore aux médias, puisque les médias ont aussi un rôle à jouer dans cette question-là. Et je redis que ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement un exemple de ce que peuvent faire les médias, c'est-à-dire participer au débat sur la place publique.
Le New York Times a ouvert hier un débat public sur où va la psychiatrie aux États-Unis. Voilà. Et ils ouvrent, voilà, c'est un gros média qui a une forte audience et qui ouvre un débat sur Internet en disant, bah voilà, donnez votre avis. On fait le constat qu'on a désinstitutionnalisé, c'est peut-être pas on n'a peut-être pas atteint nos objectifs, il y a des problèmes. Aux États-Unis, c'est un peu particulier, ça s'est pas passé de la même façon qu'en France. Donc il y a beaucoup de gens à la rue, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les soins parce qu'on n'a pas mis les moyens dans la communauté, dans la cité. Alors est-ce qu'il faut revenir à l'hôpital psychiatrique ? Est-ce qu'il faut revenir à une forme d'institutionnalisation ou est-ce qu'il y a d'autres soins qui ont montré leur efficacité ? Ouvrons le débat, parlons-en, c'est un débat de société, tout le monde a son rôle à jouer. Donc, féliciter quand même France Info d'avoir donné l'exemple. C'est tout à fait, voilà, France Info, New York Times, même combat. Et donc, parce que les médias peuvent être aussi vecteurs de stigmatisation. Je vais dire à mon patron, ça, oui. Hein, les médias peuvent contribuer à la stigmatisation, mais ils peuvent aussi avoir un rôle très positif. Voilà. Voilà, en deux mots, ce qu'on va bientôt... Je voudrais simplement dire que depuis quelques années, les associations d'usagers, comme on dit, alors le mot usager, bon, on pourra en discuter, mais c'est le mot qu'on emploie chez nous, et les associations de famille aussi, de l'entourage, voilà, de l'UNAFAM ont joué un rôle très important dans notre pays. Voilà. Alors c'est à développer, l'UNAFAM est quand même une association très importante, hein, qui maintenant est bien implantée sur l'ensemble de la France, joue un rôle important. Souvent, c'est les familles quand même, ou l'entourage proche qui portent le poids quand même, de la maladie directement, avec plein de difficultés. Quand même. Donc, ils ont besoin aussi d'être, alors, je veux dire, formés, informés. Voilà. Et puis, les associations de patients, alors, d'usagers, voilà. Alors ça, on est encore un peu au stade un peu embryonnaire, mais ça se développe. Ils jouent un rôle important. Ils ont su se faire entendre de la presse, hein, comme l'UNAFAM. Voilà. Je ne dis pas plus. Non, c'est très bien. Peut-être qu'on peut dire, je vais vous donner la parole bien sûr, Alessandre, que finalement, la clé du bonheur, c'est de conserver son pouvoir d'émerveillement. Je crois que c'est ça une vie chouette, comme on dit. Et parfois, on peut le perdre, effectivement, momentanément. Et dans ce cas-là, comment fait-on pour le retrouver ? Et si vraiment on est dans une extrémité, comment fait-on auprès des professionnels, parce qu'ils servent à quelque chose, les professionnels, comment peuvent-ils nous aider à le récupérer ? C'est ça, finalement, une vie. Pour le reste, voilà. Donc, je vous donne la parole, Alissa, je vous en prie. Vous ferez la conclusion, d'ailleurs. Non, je voulais simplement dire que, quand même, il y a des choses qui avancent. Oui. Parce que, par exemple, l'œuvre Falleret m'a engagée comme usager pour leur comité scientifique. Donc, je contribue, dans un sens, à un autre point de vue que les scientifiques et que les gens des institutions. Et je peux donner mon avis, parler, participer et tout ça. Bien sûr. Non, mais je trouve ça très bien. Je veux dire qu'au moins, non seulement on en parle, mais c'est pas uniquement pour en parler. Quoi. Ouais. C'est pas des discussions autour du tea time, hein, ça on s'en fout. Donc c'est vraiment, vous êtes un bon exemple tous de cette volonté à la fois de critiquer de façon constructive, parce que j'ai bien compris que à chaque fois, c'est comment peut-on faire mieux, et de constater que ça va un peu mieux dès lors qu'on se met ensemble pour travailler sur la question. Donc la santé mentale aujourd'hui en France, on peut faire mieux, mais on a déjà fait quelque chose. Il faut aller plus loin, il y a peut-être encore des paliers, des prolongements. On en parlait tout à l'heure avec l'urgence, la psychiatrie, et après dehors on fait quoi ? Tout cela avec pas forcément des nouveaux métiers à créer, mais simplement des gens à écouter, et qui ont chacun une partie du puzzle, et en se réunissant tous, on peut faire quelque chose de très bien. Alors, je ne sais pas si la conclusion est voilà. Et puis pardon pour les journalistes qui s'intéressent quand même aussi au handicap mental et psychique, faire les deux. Mais comme je le disais ce matin, le problème des journalistes, c'est que quand ils arrivent le matin, ils ne savent pas de quoi ils vont parler, parce que ça dépend de la journée, et que parfois il y a des tas de choses qui nous empêchent aussi finalement de porter les problèmes que l'on considère comme étant plus importants. Voilà, merci, on peut les applaudir. Merci.